L'univers immense dans lequel nous vivons abrite un nombre incroyable de minuscules univers, les atomes. Venue de la philosophie grecque antique, l'idée d'atome a fait son entrée dans le monde de la physique à la fin du XIXe siècle. Mais comment s'est forgé le modèle de l'atome ? Marie Curie ouvre la voie en 1898 en isolant le polonium et le radium, deux éléments radioactifs émetteurs de particules alpha. Pendant 30 ans, ces particules, issues de la radioactivité, vont servir de projectiles pour explorer l'atome et appréhender petit à petit sa structure intime. En 1933, les scientifiques disposent d'un modèle fiable de l'atome. Désormais, ils veulent en savoir plus sur son comportement. En continuant à bombarder la matière, ils vont aller de surprise en surprise. En 1934, à Paris, Irène Curie, fille de Pierre et Marie, et son époux, Frédéric Joliot, utilisent des sources de polonium très intenses et observent la trace des rayonnements grâce à un merveilleux instrument qu'on appelle une chambre de Wilson. Ils exposent aussi au rayonnement des cibles composées de divers matériaux. En bombardant une feuille d'aluminium avec les particules émises par le polonium, ils découvrent par hasard qu'une partie de l'aluminium s'est transformée en phosphore radioactif. Cette forme radioactive de phosphore n'existe pas dans la nature. Il est donc possible de fabriquer artificiellement des atomes radioactifs, des radioisotopes. La découverte considérable est immédiatement exploitée par tous les laboratoires européens. À Paris, à Rome, à Berlin, les scientifiques se mettent à produire de très nombreux radioisotopes artificiels. En 1938, le physicien italien Enrico Fermi teste un autre projectile, le neutron, et bombarde tous les éléments qu'il peut se procurer. Le neutron, dépourvu de charge électrique, pénètre facilement dans les noyaux et la moisson est fructueuse. Jusqu'à ce qu'il utilise l'uranium comme cible. Dans les produits de la collision, apparaissent un grand nombre de radioisotopes beaucoup plus légers. Que font-ils là ? Fermi ne parvient pas à identifier ces éléments ni à expliquer ce qui se passe. Il le dira bien plus tard, « Je n'avais pas assez d'imagination pour penser qu'un phénomène totalement différent pouvait se produire sur l'uranium. » Aussitôt avertis des résultats de Fermi, les physiciens allemands Otto Hahn, Fritz Strassmann et leur collaboratrice autrichienne Lise Meitner s'acharnent à leur tour sur l'uranium. C'est Lise Meitner qui va faire le saut de l'imagination en décembre 1938. Elle comprend que l'uranium se casse en deux fragments. C'est une fission du noyau. Les deux fragments de fission ont une énergie considérable. Cette découverte est une véritable révolution. L'histoire de la physique, mais aussi celle de l'Europe et du monde, vont s'accélérer et s'interpénétrer. L'énergie issue de la fission du noyau de l'atome, l'énergie nucléaire, va conduire en très peu d'années à de nombreuses applications. Mais c'est un autre sujet.
Les physiciens s'en donnent à cœur joie pour créer de nouveaux radioisotopes, d'autant que les petites sources de radium et de polonium dont disposaient les pionniers sont vite remplacées par de plus grosses machines. En 1937, Frédéric Joliot installe le premier cyclotron français dans son laboratoire du Collège de France. Son assistant place un échantillon que les particules vont venir frapper. Un cyclotron est un accélérateur de particules. Il permet d'atteindre des énergies bien plus élevées que celles obtenues par la radioactivité naturelle et de réaliser des collisions variées en changeant soit la nature des projectiles, soit celle de la cible. Le principe en est simple. Un champ électrique accélère les particules, tandis qu'un champ magnétique les fait tourner suivant une trajectoire en spirale jusqu'à leur éjection vers l'échantillon. L'irradiation de l'échantillon donne alors naissance à des radioisotopes. L'expérience ici est destinée à Irène Joliot-Curie qui vient récupérer un échantillon irradié. Les radioisotopes formés ont souvent une durée de vie très brève. C'est pourquoi elle se rend rapidement au laboratoire de l'Institut du Radium, créé par sa mère, Marie Curie, afin d'étudier leurs propriétés. C'est encore sous la direction de Frédéric Joliot que la première pile atomique française, Zoé, diverge en 1948. La principale mission de Zoé est de prouver que l'énergie nucléaire est exploitable. Mais il y en a une autre, celle d'irradier des échantillons pour produire des radioisotopes. À la manière d'un boulanger devant son four, un expérimentateur introduit les échantillons dans la pile pour les soumettre à un flux intense de neutrons. Une fois irradiés, les échantillons sont placés dans des récipients plombés, puis envoyés en laboratoire afin de séparer chimiquement les radioisotopes formés. La découverte de la radioactivité artificielle et de la fission ont décuplé le risque qui était cantonné jusqu'alors aux rayons X et aux éléments radioactifs naturels, radium et polonium. Au début des années 1950, la radioprotection associée à la manipulation de radioisotopes artificiels est encore rudimentaire. On travaille souvent derrière un simple muret de briques de plomb. 10 ans plus tard, l'artisanat a fait place à l'industrie et la radioprotection a nettement progressé. Des milliers de techniciens manipulent toutes sortes de radioisotopes. En fonction des rayonnements émis, ils travaillent derrière un épais mur en plomb, derrière une vitre plombée, ou derrière une vitre en plexiglas. Dans tous les cas, les sources sont manipulées dans des espaces confinés car la protection contre le risque de contamination interne est devenue une priorité. Le niveau de radioactivité est fréquemment mesuré. Le personnel est régulièrement contrôlé. Les mains surtout, qui présentent les plus forts risques de contamination. Mais la radioprotection ne s'arrête pas aux portes de l'usine. Chaque mois, des milliers de sources radioactives partent en direction des hôpitaux, de l'industrie et des universités. Emballage, transport, livraison, chaque étape doit respecter des consignes de protection sans oublier les risques d'accident, de perte ou de vol. La radioprotection doit s'adapter à ces nouvelles situations d'exposition avec le même souci de protéger au mieux les travailleurs et le public.